la une de l'actualité, le procès pour corruption du président déchu Omar el-Béchir, au pouvoir durant 3 décennies, s'est ouvert ce lundi au Soudan en sa présence. L'armée et la police quadrillaient ce lundi Bulawayo, la deuxième ville du Zimbabwe, pour y faire respecter l'interdiction de manifester imposée à l'opposition. Et puis le président tchadien Idriss Déby Itno a déclaré ce dimanche l'état d'urgence dans 2 provinces de l'est du pays après des affrontements meurtriers entre cultivateurs et éleveurs. Voilà pour les titres. À toutes et à tous, bienvenue. Au Soudan, le président déchu Omar el-Béchir est arrivé ce lundi devant un tribunal de Khartoum. Il doit y être jugé pour corruption. Omar el-Béchir, l'ex-président soudanais déposé par l'armée le 11 avril en réponse à des manifestations massives, est arrivé ce lundi matin devant la cour, escorté par un imposant convoi militaire. Son procès devrait s'ouvrir samedi, mais il avait été reporté sine die. Détenu dans une prison de Khartoum, Omar el-Béchir a été informé par le parquet qu'il faisait face à des accusations de possession de devises étrangères, de corruption et pour avoir reçu des cadeaux illégalement. Fin avril, le chef du conseil militaire de transition, le général Abdel Fattah al-Burhan, avait affirmé que l'équivalent de plus de 113 millions de dollars avait été saisi en liquide dans la résidence de l'ex-président à Khartoum. Il avait indiqué que des membres de la police, de l'armée et des agents de sécurité avaient trouvé 7 millions d'euros, 350 000 dollars et 5 milliards de livres soudanaises, soit 93 millions d'euros lors de cette fouille. En mai, le procureur général a également déclaré que l'ex-président soudanais avait été inculpé pour des meurtres commis lors des manifestations anti-régime qui ont finalement conduit à son éviction sans que l'on sache quand il devra répondre de cette accusation. Les actes d'accusation les plus graves contre Omar el-Béchir sont celles de la Cour pénale internationale basée à La Haye. Il s'agit de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide pour son rôle dans la guerre au Darfour où une rébellion a éclaté en 2003. La CPI exige depuis des années qu'il soit jugé et a renouvelé son appel depuis sa chute. En Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé prépare son retour sur la scène politique ivoirienne. L'ancien chef des jeunes patriotes de Côte d'Ivoire entend construire un grand parti. Récemment acquitté de crimes contre l'humanité par la CPI, Charles Blé Goudé a pris part de façon virtuelle à l'ouverture à Abidjan du premier congrès du COJEP. Il s'agit du Creuset des jeunes patriotes de Côte d'Ivoire, son mouvement devenu un parti. Nous allons construire un grand parti, a lancé samedi Charles Blé Goudé. L'ex-leader a fait son intervention par vidéoconférence depuis La Haye, devant près de 2000 personnes rassemblées à Yopougon, un quartier populaire d'Abidjan. Venus de tout le pays, les militants du COJEP ont déployé lors d'une cérémonie festive des banderoles sur lesquelles étaient inscrits des slogans comme entre autres « Charles Blé Goudé, nous sommes engagés pour la reconquête des libertés » ou encore « On a vaincu le 32 », le numéro de la cellule où il a passé 5 ans à La Haye avant son acquittement en première instance par la Cour pénale internationale. Pour le responsable du COJEP en Europe, le congrès est aussi une fête pour magnifier la vérité qui a délivré un message fort de réconciliation pour dire que l'acquittement de Blé Goudé n'est pas une victoire sur un camp, mais la manifestation de la vérité car la Côte d'Ivoire en avait besoin. Le congrès a désigné Charles Blé Goudé comme président du COJEP et lui a donné mandat de participer au futur scrutin, y compris à la présidentielle de 2020. Ce fait coïncide bien avec la
vision de l'ancien chef controversé des jeunes patriotes de Côte d'Ivoire qui se voit un destin présidentiel dans son pays. Mais ses détracteurs et les ONG internationales le considèrent comme un de ceux qui ont contribué à la montée de la tension en Côte d'Ivoire dans la décennie 2000 qui a culminé en 2010-2011 dans les violences post-électorales. C'est un beau cadeau que j'allais lui faire. Au Zimbabwe, l'armée et la police ont été déployés en force ce lundi à Bulawayo, deuxième ville du pays. Ce déploiement intervient après l'interdiction la veille d'une marche prévue par l'opposition, quelques jours après la répression brutale d'une manifestation semblable à Harare. Utilisant un mégaphone, la police qui circule dans un convoi formé de camions et de voitures blindées escortés par 3 camions de l'armée sillonne le quartier des affaires dans le centre de Bulawayo, tout en mettant en garde les habitants contre les manifestations. Un quartier où l'activité est particulièrement intense, près de l'enceinte des tribunaux de Trade Gold, où les changeurs de devises illégaux font des affaires, a été bouclé par la police. Des barrages policiers ont également été mis en place sur les routes principales menant au centre de Bulawayo. La police zimbabwéenne a interdit la veille la marche prévue par le mouvement pour le changement démocratique à Bulawayo pour protester contre la détérioration des conditions économiques. Le MDC a saisi la justice pour contester cette décision. La police avait déjà interdit des protestations la semaine dernière à Harare après que le MDC ait appelé à une série de manifestations dans la capitale contre la gestion de l'économie par le gouvernement du président Emmerson Mnangagwa. Des dizaines de manifestants, dont beaucoup du MDC, avaient défié l'interdiction vendredi et des manifestants ont été blessés lors de la dispersion à coups de matraques, de fouets et de grenades lacrymogènes. Ces manifestations devaient être les premières depuis celles de janvier contre la hausse des carburants, violemment réprimée par les forces de l'ordre. Je le disais en titre, au Tchad, après des affrontements meurtriers entre communautés, le président Idriss Déby a déclaré ce dimanche l'état d'urgence dans 2 provinces de l'Est du pays. Il a également réclamé le désarmement des civils. Des affrontements entre cultivateurs et éleveurs dans les provinces du Sila et de Wadaï, à la frontière entre le Tchad et le Soudan, ont fait plus de 50 morts depuis le 9 août dernier, selon la présidence, qui ne dresse pas de bilan plus précis. Suite à ces affrontements, le président a déclaré ce dimanche l'état d'urgence qui va durer 3 mois. Depuis plusieurs dizaines d'années, la province du Wadaï, zone de transhumance, est en proie à des conflits entre éleveurs nomades arabes et cultivateurs autochtones wadaïens. S'il y a encore des conflits entre arabes et wadaïens, vous en avez tué 10 de chaque côté afin de sauver la majorité. Vous avez l'autorisation à lancer le président Déby aux autorités locales lors d'un déplacement ce dimanche dans le Sila pour le déploiement de forces militaires qui vont assurer la sécurité de la population dans la zone a été annoncé. Dès que je quitte la province de Sila, il faut désarmer tous les civils de la zone qui ont des armes entre les mains, a-t-il ordonné. La Convention tchadienne de défense des droits humains a aussitôt condamné dans un communiqué les consignes du président, scandalisé par l'appel du massacre des civils. L'ONG exige l'arrêt immédiat de ces actions et estime que la responsabilité du génocide qui se prépare incombera au président Déby. Outre la saisie des armes et la présence de forces militaires, le président tchadien a également annoncé l'interdiction de circuler à moto dans les 2 régions, ainsi que la suspension des chefs des 2 cantons où se sont déroulés les affrontements. Une grande majorité de pays ont voté à Genève l'interdiction de transférer des éléphants capturés dans la nature vers des installations dites captives. C'était lors de la réunion des parties à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Plus de 50 députés européens et autant d'organisations écologistes ont appelé ce dimanche les parties à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction à interdire la chasse aux trophées. Celle-ci cause la mort d'animaux en danger comme les rhinocéros et les éléphants. Une pratique que les groupes de protection des animaux ont longtemps décrite comme cruelle. Avec 46 voix pour, 18 contre et 19 abstentions,
Le vote devra encore être approuvé par l'ensemble des participants avant la fin de la réunion le 28 août prochain. Cette décision permettra d'éviter que d'innombrables éléphants ne soient arrachés à leur famille dans la nature et forcés de passer leur vie en prison dans des conditions inférieures aux normes, a déclaré Iris Ho, spécialiste de la faune à Human Society International, dans un communiqué. Les signataires ont appelé la CITES à traiter le commerce des trophées de chasse de la même manière qu'elle traite tout autre commerce d'espèces sauvages et à appliquer immédiatement un moratoire sur l'importation de toutes les espèces de l'annexe 1. Ils ont également appelé à la fin de l'élevage en captivité des lions pour la chasse aux trophées de chasse. Selon un rapport, les États-Unis sont de loin le pays qui importe le plus de trophées de chasse. Ils auraient délivré environ 200 000 permis d'importation au cours de la dernière décennie. La Chine, qui vient en deuxième position selon le rapport, a vu le nombre de permis délivrés par Pékin passer de 18 seulement en 2007 à 2142, une décennie plus tard. On passe à présent à la revue de presse Afrique. Nouvelle semaine, mesdames, messieurs, bonjour. Nous démarrons par le Cameroun où les nominations dans les entreprises publiques sont au cœur d'une polémique. Le tri-hebdomadaire régional d'information du nord du pays, l'œil du Sahel, nous apprend que ces nominations créent des dissensions au sommet de l'État. Mutation Quotidien explique qu'en rusant avec la loi, s'agissant de la nomination et la validité des mandats des DG et PCA, des entreprises et établissements publics, le président de la République donne de lui l'image d'un souverain. Ce qui justifie le titre du journal qui affiche en manchette « Paul Biya, l'État c'est moi ». Des informations confirmées par l'Essentiel du Cameroun qui écrit à sa une « PCA, DG, DGA, c'est le président de la République qui nomme ». Pendant ce temps, la Voix du Centre s'inquiète de la tournure de la crise dans les régions anglophones du pays. Selon l'hebdomadaire, les autorités camerounaises continuent de bénéficier du soutien total de plusieurs puissances occidentales, malgré les exactions commises sur les populations civiles et malgré de nombreux déplacés. Ce qui pousse la Voix du Centre à afficher en gros titres « Crise anglophone, 2000 morts, 500 000 déplacés, l'une des pires mais négligée ». En Côte d'Ivoire, l'hyperactivité des cadres du RHDP dans l'optique de la présidentielle de 2020 ne passe pas inaperçue dans les colonnes des journaux. Le quotidien L'Essor d'Abidjan nous parle de la visite officielle du président de l'Assemblée nationale dans le Woroba et met en titre que Tchomba démarre sa tournée avec un bain de foule incroyable. Dans ce même registre, le Jour Plus rapporte les propos du chef du Parlement en tournée, Amadou Soumaoro, je cite, « Grâce à Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire est en paix », fin de citation. Fraternité Matin, de son côté, s'intéresse à Jano Aoussou-Kouadio, un autre cadre du RHDP qui était également en tournée. Selon le Cana, celui-ci a déclaré au chef du Tchéoui, je cite, « Alassane Ouattara est votre chance », fin de citation. L'autre cadre du RHDP, Joël Nguessan, a lui déclaré que la voix de Bédié ne compte plus et que son PDCI n'est pas celui d'Oufouette. C'est ce que nous apprend le Patriote. Au même moment, le sursaut porte la voix de l'opposant Soro Kanigui, soutien de Charles Blé Goudé, qui a déclaré, je cite, « Ni Amadou Gon, ni Ahmed Bakayoko ne peuvent nous effrayer », fin de citation. Les propos de Soro Kanigui en meeting ont été également relayés par le Nouveau Réveil, qui transcrit, je cite, « Ouattara, même s'il est candidat, sera battu », fin de citation. Fin également de cette revue de presse, demain est un autre jour. C'est également la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.